Donc je dirais simplement que Charlotte est historienne, maître de conférence à l'Université de Paris 1, et qu'elle va nous parler. Donc là, nous sommes dans une table ronde qui met les choses en perspective. Elle va donc nous parler des premiers débats, des débats fondateurs sur la question du relogement dans les années 1920-1930, sur donc toutes les réflexions sur le droit d'expropriation de l'État et les conséquences qu'il faut en tirer. Donc Charlotte, à vous la parole. Merci, bonjour. Alors parmi les politiques publiques que François Héran a évoquées, qui ont le logement en partie pour objet, la rénovation urbaine a en son cœur le fait de reloger des gens. Et le relogement, qui est donc mon objet, est à la fois la réalité par laquelle se traduit en premier lieu pour les familles, pour les habitants des quartiers en rénovation, cette politique. Et c'est aussi le dispositif central d'une politique de peuplement qui vise à redistribuer spatialement les populations de manière à fabriquer de la mixité sociale. Ce que Chamboredon, un grand sociologue, avait appelé la construction des populations par les politiques de logement, est aujourd'hui l'objet de vives critiques. On critique à la fois la pertinence de ces objectifs, la mixité sociale, mais aussi la violence que le déplacement forcé suppose pour les habitants. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces critiques, c'est pas mon objet. En revanche, c'est le fait que cette question du relogement soit dans la ligne de mire qui m'a motivée à en explorer la genèse de cette pratique de la puissance publique, ainsi que de ses modalités. Alors, je me suis intéressée pour cela à l'agglomération parisienne et à la ville de Paris en particulier, parce que c'est là que les offices publics d'HBM, qui sont les ancêtres des HLM, se développent, sont les plus actifs dans l'entre-deux-guerres. Or, on va le voir, ces offices ont partie liée dès l'origine avec cette question du relogement. C'est là aussi qu'on élabore à grande échelle en France, en premier lieu, les premiers projets de démolition d'habitats insalubres par zone entière, ce qu'on appellera la rénovation urbaine. Voilà. Alors, donc pour faire ça, je me suis plongée dans les débats du conseil municipal, dans les notes échangées entre les différents services administratifs du département de la Seine, dans lequel Paris et la petite banlieue se trouvent, ainsi que dans les archives de plusieurs opérations. C'est-à-dire que je suis allée regarder à la fois les discours et les pratiques. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? En premier lieu, que la Grande Guerre est le premier, donc la guerre de 14-18, constitue la première rupture importante dans cette histoire. Alors, ce n'est pas un scoop, puisque de manière générale, la Grande Guerre est un moment clé dans la construction de l'État social et également du logement social. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, il devient évident que la puissance publique ne peut pas se contenter d'évincer des habitants en les indemnisant quand elle exproprie pour démolir un immeuble, mais qu'elle a une sorte de devoir moral d'envisager la manière dont ces habitants retrouveront un logement. Alors, comment on faisait avant la guerre ? Principalement, la puissance publique, quand elle expropriait pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire pour construire le métro, pour prolonger une rue, ou plus rarement parce qu'un immeuble était insalubre, elle faisait ça dans un cadre juridique qui remontait à 1841 et qui citait effectivement les locataires comme des ayants droit, sans préciser d'ailleurs si ces locataires avaient droit au titre de l'indemnisation d'un dommage, l'obligation de déménager, ou bien s'il indemnisait un droit de jouissance. Je passe là-dessus, mais ça avait évidemment son importance. La modification de la loi sur la santé publique de 1902, modification qui a lieu en 1915, crée un nouveau cadre spécifique à l'expropriation pour insalubrité, qui est à l'ordre du jour depuis la fin du XIXe siècle, qui est en train de se construire. Et celui-ci fixe un tarif, donc un forfait, pour ces indemnités, cette indemnisation des locataires, évincés. Et les dossiers d'expropriation que j'ai examinés pour cette période, pour la période d'avant-guerre, montrent qu'effectivement, c'est bien ce qui se passe, c'est-à-dire que dans la pratique, on indemnise les locataires et puis ils sont sommés de quitter les lieux.
Après la Première Guerre mondiale, le discours et la pratique changent. L'examen de ces mêmes dossiers, quelle que soit la cause de l'expropriation pour utilité publique, montre que les services administratifs de la ville prennent l'habitude de chercher dans les immeubles du domaine, c'est-à-dire dans les immeubles du patrimoine de la ville, une habitation à proposer aux familles évincées. Alors ils y arrivent rarement, mais ils prennent l'habitude de poser la question. Alors pourquoi c'est manifestement les bouleversements entraînés par la guerre qui expliquent cette évolution. Les locataires combattants ont conquis des droits. Le moratoire sur les loyers de 1900, adopté en 1914 est prolongé par un gel des loyers après la guerre. Et le droit de maintien dans les lieux des locataires est important. Alors ces mesures reflète manifestement un nouvel équilibre dans le rapport de force entre propriétaires, locataires et puissance publique. Et ce nouveau rapport de force a certainement sa part dans l'émergence d'une sorte de droit moral au relogement. En outre, cette évolution a pour conséquence de bloquer le marché du logement. Alors Loïc Bonneval discutera cela tout à l'heure. Alors ce blocage dont on peut discuter l'ampleur et la nature a au moins pour effet qu'il est beaucoup plus compliqué, il est plus difficile de retrouver un logement pour des ménages en 1920 qu'en 1900. La crise du logement est un peu sur toutes les bouches, dans tous les débats. Dans ces conditions, on comprend que l'administration publique cherche des solutions au relogement des familles qu'elle évince, sans en trouver, encore une fois, dans bien des cas. Alors, si dans la pratique, les experts municipaux prennent cette habitude de chercher une solution, c'est cependant la mise à l'ordre du jour de la résorption des îlots insalubres, ces zones de Paris où on observe depuis la fin du XIXe siècle une surmortalité par la tuberculose, c'est-à-dire le début en fait de la rénovation urbaine, qui conduit les élus à formuler de manière générale cette question du relogement. En effet, lorsque un programme de résorption des îlots insalubres est présenté en 1923, et c'est à cette occasion qu'un élu socialiste invite l'administration à, je cite, étudier les moyens par lesquels, au fur et à mesure des démolitions pour cause d'insalubrité, sera assuré le logement des familles occupant les locaux à détruire. Alors pourquoi ce changement ? On peut comprendre que si il peut être jugé acceptable lorsqu'on décide d'ouvrir une rue, d'exproprier un immeuble et donc d'inviter les locataires indemnisés à chercher un autre logement, ça devient plus compliqué de mettre des ménages pauvres sur le pavé lorsque c'est au nom du fait que l'endroit où ils vivent ne leur offre pas des conditions idéales, qu'ils vivent dans des taudis. Donc évidemment, il y a une relation entre le fait de démolir des immeubles parce que ce sont des taudis et le fait de poser la question du relogement. Dès lors qu'on a admis l'idée d'une sorte d'obligation morale de la puissance publique de reloger les ménages qu'elle évince, alors la politique de rénovation urbaine croise évidemment celle du logement. Cependant, les objectifs de ces deux politiques publiques divergent. Pour voir ça, j'ai examiné en détail une opération de rénovation, celle qui est conduite sur l'îlot numéro 9, qui est dans le 18e arrondissement à la porte de Clignancourt, opération conduite entre 1923 et 1931. Alors pourquoi j'ai regardé celle-là ? Parce qu'en fait, c'est la première mise en œuvre à Paris. Et puis c'est pour les opérations de résorption d'îlots insalubres, celle qui va conduire à l'expropriation et à la démolition du plus grand nombre d'immeubles dans l'entre-deux-guerres. La détection d'un cas de peste en 1920 parmi les habitants de ces immeubles avait conduit déjà à l'élaboration de premiers projets pour évacuer temporairement les habitants le temps de l'assainissement des immeubles. Alors, on avait envisagé des solutions d'urgence comme l'aménagement en hébergement d'urgence lazaret d'un bastion de la zone, mais on avait aussi envisagé des solutions plus pérennes qui auront plus d'avenir. En l'occurrence, l'acquisition d'un terrain en banlieue pour y construire des pavillons qu'on donnerait en accession à la propriété à ces locataires évacués. Alors on est en plein boom dans les années 20 de la croissance de la banlieue par lotissement pavillonnaire qui vont d'ailleurs donner lieu à la crise des lotissements défectueux.
Enfin, en tout cas, aucun de ces projets n'est mis en œuvre et les habitants restent dans leur logement. En revanche, ces projets restent dans la mémoire administrative et ce sont ces projets qu'on évoque quand, en 1923, le conseiller socialiste pose cette question. C'est aussi ce qui explique sans doute que cet îlot numéro 9 sera le premier effectivement opéré. Alors, en 1923, le conseil municipal vote simultanément l'expropriation de cet îlot et la construction sur le terrain libéré d'un ensemble HBM, donc d'un ensemble d'habitat social. La relation est ainsi établie entre démolition d'habitat insalubre et construction du logement social. Alors, relation qui aujourd'hui peut-être va de soi, mais qui n'allait pas de soi nécessairement. Et 3 ans plus tard, le jugement d'expropriation et l'ordonnance d'expropriation est prononcée. 54 immeubles sont expropriés, qui abritent alors environ 450 ménages. Alors, le jury et conseillers municipaux s'émeuvent de la faiblesse des indemnités que les pauvres locataires touchent au titre de la loi de 1915 et votent des indemnités gracieuses supplémentaires, indemnités de déménagement. Cette habitude d'augmenter les indemnités légales dans le cadre de la loi de 1915 systématiquement par des indemnités supplémentaires va se généraliser dans les pratiques de la ville. Et pour le relogement, c'est une solution qui n'était pas envisagée en 1920 qui s'impose, le logement social et l'office public de la ville. Les offices publics sont créés en 1912 par la loi Bonnevet et celui de la ville de Paris existe depuis 1914. Puisque l'office public construira sur ce terrain, on lui demande de faire son affaire du relogement des habitants des taudis à démolir. L'office s'y affaire, mais rencontre de nombreuses difficultés. Globalement, la population n'est pas solvable. Ce sont les îlots insalubres abritent évidemment les immeubles aux loyers les plus bas de la capitale. Or, le logement social présentant les qualités du confort moderne offre des loyers très supérieurs. Les personnes seules et les ménages sans enfants sont nombreux dans la population à reloger. Or, le cadre juridique du logement social, qui est élaboré dans un contexte très nataliste, favorise le financement le cadre juridique favorise par un financement meilleur la construction de logements destinés aux familles nombreuses, qui ne sont pas particulièrement nombreuses dans l'îlot neuf. Enfin, dans les taudis de l'îlot neuf, si je reprends la terminologie de l'époque, comme dans beaucoup de ces îlots insalubres qui abritent les logements les moins chers de la capitale, il y a de nombreux étrangers. Il y a d'ailleurs le taux d'hôtels meublés est supérieur dans les îlots insalubres que dans le reste de Paris, pour les mêmes raisons. Et or, l'hôtel meublé est un des habitats possibles pour les nouveaux venus en ville. Or, rappelons que les années 20 sont des années de très forte immigration en France en général et à Paris en particulier. Or, la convention entre la ville de Paris et son office stipule que ne sont éligibles à un logement HBM que les ménages de nationalité française, résidant depuis plus de 5 ans dans le département de la Seine et ayant résidé au moins 3 ans dans la ville de Paris durant les 10 dernières années. Alors, c'est pas, cette clause de nationalité n'est pas dans la loi Bonnevet, dans le cadre juridique général. Toutefois, les logements sociaux et les offices HBM n'ont pas été pensés pour loger des étrangers. D'autant que une partie de l'immigration dans l'entre-deux-guerres se fait dans le cadre de grandes conventions bilatérales. On va chercher de la main-d'œuvre pour alimenter l'industrie française. Et les gens qui viennent ne sont pas censés venir en famille et surtout ils sont censés venir temporairement. Or, le logement social est pensé pour donner un foyer de manière durable aux familles. Au final, entre 1927 et 1931, l'Office reloge 158 ménages sur les 450 évincés. Et cette expérience met en évidence l'inadaptation du logement social à la population des taudis à démolir.
Alors la ville et la préfecture élaborent alors une sorte de réponse globale au problème du relogement des locataires évincés. Pourquoi ? Parce que la relative médiatisation du problème fait que cette incapacité à reloger les locataires évincés bloque les expropriations et paralyse l'aménagement urbain. Et donc, la préfecture de la Seine et la ville conçoivent un programme de construction de 20 000 logements spécifiquement destinés au relogement des occupants des immeubles expropriés pour utilité publique, qui prévoit notamment la construction de petits logements. Sa mise en œuvre n'est pas confiée à l'Office, puisqu'on a vu que son système économique ne permettait pas, n'était pas un cadre adapté. Et le programme est confié à une société anonyme créée à cet effet, et c'est la SAGI qui gérera, c'est l'origine de la SAGI. La réalisation de ce programme est vite arrêtée par la crise des années 30. Il faut noter, et c'est ça qui m'intéresse, qu'il établit pour la première fois le principe de l'obligation morale, qui reste non légale, j'insiste là-dessus, du relogement des locataires lorsque la puissance publique exproprie pour utilité publique, quelle que soit la cause et l'objectif. C'est-à-dire que ça soit parce que l'habitat est insalubre, que ça soit pour construire du logement social, ou pour prolonger le métro, ou pour ouvrir une voie, ou pour résorber la zone, autre grande affaire de l'entre-deux-guerres. Ce programme et les réflexions auxquelles ce programme donne lieu ouvrent donc la voie à un traitement systématique du relogement des habitants évincés par la puissance publique et conduit à la création au sein du département de la Seine en 1933 d'un bureau du relogement qui emploie ce terme relogement. Alors ça m'intéressait de voir ça. Il faut toutefois attendre l'après Deuxième Guerre mondiale pour voir ce droit au relogement inscrit dans la loi. Alors, et ce sera mon dernier point, ce programme définit évidemment des ayants droit, et sépare ainsi ceux qui ont droit de ceux qui n'ont pas droit, et les conditions d'éligibilité à un logement de ce programme sont les mêmes que celles des conditions d'éligibilité à un HBM de l'Office de Paris. Et donc la clause de nationalité figure. Donc les étrangers seront exclus de ce relogement. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit là une spécificité du logement au sein des divers dispositifs de l'État social qui est en train de se créer dans l'entre-deux-guerres, alors que les autres dispositifs, les autres dispositifs du système de protection sociale traitent en droit, pas toujours en pratique, mais au moins en droit, indifféremment français et étrangers en règle, encore une fois, naturellement, c'est-à-dire étrangers disposant d'une carte de travailleur étranger. Ce n'est pas le cas du logement, ni du relogement. Et cette spécificité est durable, puisqu'il faudra attendre les années 60 pour voir les étrangers rentrer en nombre dans le logement social. Et ce sera ma conclusion, cela me conduit à m'interroger sur... je voudrais souligner combien ce droit au relogement, comme la plupart des droits, et combien les politiques de logement fabriquent des catégories qui contribuent à différencier les populations. Voilà.